Merci. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis ravie de passer cette prochaine heure et un peu plus avec vous pour pouvoir vous présenter notre concept préventif, le modèle, comment est-ce que nous pensons nos actions de prévention et le fait de pouvoir faire avec ces écrans plutôt que lutter contre. Donc ça va être ce premier exposé. Et bien évidemment qu'au terme, je me réjouis de pouvoir aussi échanger avec vous selon vos questions. Donc Carole Barovial, j'occupe le poste de responsable du pôle prévention au sein de la Fondation, que je vais vous présenter pour que vous ayez quand même une idée de où je parle. La Fondation Action Innocence, elle a son siège à Genève et nous fêtons cette année nos 25 ans. Donc le calcul est vite fait, nous sommes plus âgés comme fondation que les réseaux sociaux qui occupent aujourd'hui beaucoup les adolescents et adolescentes, les jeunes enfants et aussi les adultes dans leurs pratiques numériques. Notre mission, telle que vous la voyez, elle est de préserver la dignité, l'intégrité des enfants, des adolescents et adolescentes et aussi des personnes à besoins spécifiques dans leur utilisation des technologies de l'information et de la communication, ce que vous pouvez retrouver sous l'acronyme TIC. Je dirais comme ça qu'on va considérer tous les objets avec un écran, avec ou sans connexion Internet, mais de vraiment pouvoir penser l'exposition directe, indirecte et l'utilisation des écrans. Quels sont nos objectifs ? Eh bien, le tout premier objectif qui a permis la naissance de la Fondation, ça a été de lutter contre la pédocriminalité, qui reste un objectif très actif pour nous aujourd'hui au sein de la Fondation. À ce titre-là, je me permets aussi de vous citer l'association DINO, DIS-NO, avec qui nous développons toute une collaboration. L'association DINO qui, elle, offre un soutien aux personnes avant un passage à l'acte, des espaces de parole et aussi pour les proches dont le partenaire a pu commettre des délits en lien avec la pédocriminalité. Donc ça reste vraiment dans notre ADN et pour nous en termes de risques liés aux pratiques numériques, les dérives, le lien avec la pédocriminalité est important dans nos objectifs. On va lutter. Promouvoir une utilisation saine et modérée des écrans. Vous voyez que déjà dans ces termes-là, il y a une réflexion qui est portée sur la question de la quantité et de la qualité. Finalement, promouvoir des pratiques numériques responsables, civiques et sécurisées, c'est aussi mettre en avant que nous vivons dans une société dématérialisée, qui se dématérialise aussi de plus en plus. Vous le constatez vous-même dans un nombre de démarches que vous êtes amenés à devoir faire de manière dématérialisée pour pouvoir exercer vos devoirs citoyens et aussi pour comment on peut recourir à nos droits en tant que citoyens et citoyennes. Donc, toutes ces questions-là nécessitent énormément d'apprentissage. On va pouvoir parler de littératie numérique, mais d'éducation au numérique. Se rappeler aussi que la sécurité s'apprend et le risque zéro n'existe pas. On doit apprendre à se protéger, comme pour plein d'autres choses dans la vie. Je vais prendre quelques minutes pour vous situer aussi le contexte dans lequel on parle. Ce contexte-là est très important parce qu'on va quand même se situer dans celui qui est le nôtre. On ne va pas pouvoir directement étendre au niveau mondial, là, dans notre propos et dans nos actions. Bien sûr que la société, elle est hyper connectée au niveau mondial. On va trouver des disparités sur le globe terrestre. Nous, je vais déjà vous parler de nos activités qui sont dans toute la Suisse romande et on a aussi des liens avec la francophonie à l'international, bien évidemment. Mais on va se centrer sur nos pratiques, les pratiques des enfants et des adolescents, adolescentes ici en Suisse romande, comme vraiment point d'entrée. La société, elle est hyper connectée, notamment, vous l'avez certainement entendu déjà peut-être la semaine dernière, on a quand même dans les études Mike et James, qui sont les études en Suisse, qui se répètent et qui nous donnent comme ça une évolution des usages et des pratiques des enfants et des ados. Un enfant sur 4, entre 6 et 9 ans, qui a déjà son propre téléphone portable. On attend aussi avec impatience la place des montres connectées dans les prochaines études, vu que ça fait partie des évolutions en termes d'équipement. Et 50% des enfants, donc un enfant sur 2 dès l'âge de 10 ans, qui a son propre appareil. Ensuite, vous voyez qu'il y a 86% des enfants de 12 à 13 ans qui ont leur propre téléphone portable. Et ça, c'est dans l'étude des 12-19 ans, l'étude James qui nous le montre, où on arrive à 99% sur la fourchette complète 12-19.
Donc, c'est le contexte dans lequel les enfants vont grandir. Les écrans sont partout, omniprésents. Difficile aujourd'hui de se dire qu'on ne voit pas d'écran en sortant, serait-ce qu'en prenant le bus, en ayant des loisirs. Ça fait partie vraiment du paysage des enfants et des ados. Et en même temps, on peut aussi constater dans le contexte que les écrans peuvent être vraiment perçus comme une figure repoussoire. En ce sens que on met peu, la mise en avant, elle est beaucoup concentrée sur la question des risques. Peu d'articles accessibles au grand public valorisent par exemple les bonnes pratiques. Les titres vont plutôt mettre l'accent sur les pratiques risquées avec l'utilisation de mots tels que impact, addiction, danger et bien évidemment risque. Donc c'est important de mettre ces deux éléments en tension parce qu'en fait, ils sont partout et en même temps, ils sont perçus comme une figure repoussoire, attention, danger. Donc comment est-ce qu'on va faire avec ? Pour cela, je vous propose de vous présenter aussi notre vision. Qu'est-ce que ça veut dire faire avec les écrans plutôt que lutter contre ? Cela implique, relativement à notre contexte, bien évidemment, une conception pluraliste. Une conception pluraliste, cela sous-entend que les usages numériques sont une possibilité parmi d'autres. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce que les écrans sont partout qu'il faudra à tout prix que tout le monde les utilise tout le temps, ce n'est pas ce que nous sous-entendons par le faire avec, mais bien que le numérique n'est pas une fatalité, il faut les penser dans le composant d'un accompagnement. Et cet accompagnement, en fait, faire avec les écrans plutôt que lutter contre nécessite un accompagnement des enfants et des jeunes adolescents et adolescentes par les adultes. Et cet accompagnement, c'est un point essentiel pour nous, est de la responsabilité de chacun et chacune dans son rôle, sa fonction et son mandat. Et vous voyez que là, pour nous, ça fait le lien avec la question de la figure repoussoire, parce que du moment qu'on considère que les écrans sont un danger, un risque absolu, c'est comme si, en permanence, cela devait être de la responsabilité d'autrui. Et nous, dans notre perspective, dans notre vision, nous avons toutes et tous un devoir de responsabilité pour accompagner les enfants et les jeunes à pouvoir apprendre à utiliser les écrans. Les enfants ne grandissent pas seuls. Donc en fait, aujourd'hui, les pratiques numériques, les usages sont l'affaire de tout le monde afin de pouvoir aussi, en tant qu'adulte, se dire qu'on a du pouvoir d'agir au quotidien dans notre éducation et que ce n'est pas que le ressort des grands géants d'Internet ou d'autres figures où on se dit « mais là, je ne peux rien faire ». L'accompagnement, on peut y aller, c'est de notre ressort, de notre responsabilité. Donc, nos postulats en termes de concept préventif, c'est qu'il va falloir pouvoir dédiaboliser les écrans. L'écran n'est pas le problème, il faut mettre le focus sur comment ces écrans sont utilisés. D'autre part, la relation d'accompagnement, elle est essentielle afin de prévenir les risques à leur utilisation. Et là, on pourrait discuter un moment sur une autrice qui est fondamentale dans ce postulat de notre part, qui seront les écrits de Maëla Paul sur les questions d'accompagnement. L'accompagnement qui implique une relation entre un accompagnateur, une accompagnatrice et la personne accompagnée. Et que cet accompagnement, c'est un équilibre entre les trois attitudes de conduite, de guide et d'escorte qui va donc aussi pouvoir s'ajuster à la personne et à la problématique. Il n'y a donc pas une seule manière de faire, il y a vraiment, dans ma responsabilité d'accompagnement, de penser comment je vais le faire selon les besoins de l'enfant, selon la problématique et selon à quoi je suis confrontée. En pratique, eh bien, en pratique, ce que nous vous proposons comme modèle, c'est de pouvoir faire un aller-retour entre une démarche de compréhension, de donner du sens et un accompagnement, donc des actions. Et c'est vraiment ces allers-retours entre je comprends, je suis dans une démarche de réflexion, de donner du sens et j'accompagne qui va permettre de pouvoir
prévenir les risques liés à l'utilisation. Vous constaterez d'ailleurs que ces illustrations-là, vous pourrez les retrouver dans du matériel qui est mis à disposition en consultation, que vous pourrez voir à l'issue de cette présentation réalisée par l'autrice et illustratrice Adrienne Barman. Alors, c'est parti, allons un peu comprendre, donner du sens à ces pratiques numériques. Quand on donne des formations d'adultes, un des premiers exercices que j'aime apporter à l'auditoire, c'est de pouvoir réfléchir déjà à ces représentations et ces préoccupations. Et pour cela, on ne va pas faire l'exercice en complet maintenant parce que la salle et l'événement ne s'y prêtent pas. Mais par contre, je vous invite quand même à prendre quelques secondes pour réfléchir à compter le nombre d'écrans que vous avez chez vous. Et comme ça, de faire un décompte. Combien d'écrans est-ce que j'ai là où j'habite? Et vous passez en revue votre lieu d'habitation. Dans ces moments-là, quand je suis face à une équipe, par exemple, d'enseignants et d'enseignantes, il y a des réactions. Oui, mais ça dépend. Est-ce que je vis seule? Est-ce que je suis avec plusieurs personnes? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'en ai pas? Donc tout d'un coup, il faut commencer à pouvoir légitimer le nombre d'écrans. Et je vous laisse ensuite imaginer ce qui se passe quand, par exemple, je pourrais dire à l'auditoire « Et pour ma part, j'ai plus de 18 écrans à la maison ». Et là, de pouvoir observer, faire un petit scan intérieur, qu'est-ce que ça vient éveiller? Qu'est-ce que vous ressentez? Et cette question-là, elle met en lumière que les écrans, en tant que figure repoussoire, éveillent chez nous des représentations. Il y aurait potentiellement un bon nombre d'écrans. Il y aurait peut-être des écrans plus légitimes que d'autres, des utilisations plus légitimes que d'autres, alors qu'en fait, on ne sait pas du tout de quoi on parle. On a juste posé le terme « écran ». Et donc, nos préoccupations, nos représentations, elles vont induire des réactions. Et si on n'en prend pas conscience de ces réactions, elles vont forcément influencer les actions qu'on va mettre en place ensuite. C'est pour cela qu'on mobilise les personnes que nous rencontrons à prêter attention au choix des mots. Et là encore, c'est se poser la question, est-ce que quand je dis effet des écrans ou impact des écrans, cela éveille la même chose? Quand je dis utilisation des écrans, consommation des écrans, j'entends la même chose. Utilisation excessive, addiction, est-ce que j'entends la même chose? Est-ce que ça sous-entend le même type d'action? Donc le premier stade de compréhension, c'est déjà de revenir à soi et de reconnaître les préoccupations et les représentations qui m'habitent, moi, en tant que professionnel, sur cette thématique, en tant qu'adulte. Le deuxième point de compréhension, alors là, je vais faire extrêmement bref, vu que vous avez eu toute la soirée de mercredi dernier à ce sujet, c'est bien de rappeler que les études démontrent des liens de corrélation et non de causalité entre l'utilisation des écrans et leurs effets sur le développement de l'enfant. Cette différence-là, cette subtilité, on est de nouveau dans le choix des mots qui n'est absolument pas un synonyme. Cependant, en rencontrant, en discutant peut-être avec d'autres adultes et en pensant accompagnement des pratiques numériques, si j'ai en préoccupation, en représentation, qu'il y a un lien de causalité directe, là je pense que vous pouvez voir directement l'influence que ça va avoir sur les actions que je pourrais entreprendre. Un autre point, c'est donner du sens aux pratiques numériques des jeunes. Alors là, la littérature, elle est aussi extrêmement précieuse à ce sujet. Pour notre part, pour vous citer que 3 auteurs, ce serait Jocelyn Lachance, Serge Tisseron et Claire Balès qui ont fait des recherches et un nombre d'ouvrages qui traitent de cette question-là dans leur domaine de recherche spécifique. Ce qui va être mis en avant aussi, c'est qu'il y a du plaisir, c'est un loisir, cela participe aux sociabilités juvéniles, donc à la construction identitaire. On va pouvoir retrouver la question d'un mal nécessaire dans l'équipement que les
parents offrent comme appareil à leurs enfants, c'est comme si c'était obligatoire alors qu'en même temps il faudrait le cadrer. Donc ça pose des questions, et ça soulève des questions sur la sécurité et la prise de risque. Est-ce qu'on est dans une autonomie contrôlée? Est-ce qu'on est dans des apprentissages? Comment est-ce qu'on peut être dans l'autonomie quand on est complètement sous contrôle et quand on est complètement géolocalisé? Vous voyez qu'il y a tous des champs de questionnement qui s'ouvrent, mais donner du sens aux pratiques numériques, ça, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est aussi la première piste que vous pouvez avoir, c'est s'intéresser à leur motivation. Et nous, on va toujours aller à la recherche des terrains, des enfants, des adolescents et adolescentes. Hein. Qu'est-ce qui fait que? Explique-moi et raconte-moi. C'est aussi important de se rappeler qu'on doit les différencier, les identifier par rapport à celles des adultes. Alors certes, les générations s'enchaînent et ça fait un moment maintenant que les appareils numériques et les écrans existent. Cependant, en tout cas nous, dans la rencontre qu'on a avec le terrain, régulièrement encore, on doit faire ce pas de côté en tant qu'adulte, se rendre compte que peut-être j'ai été en contact avec le numérique en premier lieu pour faire de l'informatique, du traitement de l'information, donc dans une perspective de productivité, alors que les enfants, aujourd'hui, les adolescents et adolescentes, leur premier contact est de l'ordre du plaisir et du loisir. Donc on est déjà dans deux expériences qui sont fondamentalement différentes. Et il va falloir en prendre connaissance, conscience en tout cas, et faire ce pas de côté pour rejoindre une réalité expérientielle initiale qui diffère. Et donc, de fait, on a différents apprentissages. Moi, j'aime beaucoup questionner, par exemple, les enseignants et enseignantes sur est-ce que vous pensez que c'est évident pour un élève de cliquer sur une icône de disquette pour enregistrer un document qui est un outil technique que ces élèves n'ont jamais rencontré, si ce n'est peut-être dans un musée. Et donc, ce n'est pas si évident que ça, vu qu'en fait, c'est le même outil, mais on n'a pas eu les mêmes utilisations et usages. Pour continuer sur la question de la compréhension, se positionner vraiment en se disant que l'espace numérique est un continuum pour les jeunes et un espace aussi d'amplification. Quand un jeune, une jeune, un enfant a des usages numériques, qu'ils soient les réseaux sociaux, les jeux vidéo, aussi en termes de regarder des vidéos, regarder des petits films qui vont ensuite certainement être discutés dans les espaces de rencontre, que ce soit la crèche, l'école, les centres de loisirs, etc. Il y a un engagement émotionnel dans les pratiques numériques. Ce sont des espaces d'expérimentation. Ceci dit, ce continuum, s'il se passe la même chose que dans l'espace physique, par contre, est un amplificateur avec une facilité de diffusion. Là, vous pouvez faire le lien avec un risque qui est souvent annoncé dans les médias, les journaux et la littérature, la question du cyberharcèlement, cyberintimidation, hein, qui est vraiment aussi ce phénomène d'amplification. Mais se rappeler en fait que ce qui se joue dans l'espace numérique, le comprendre comme à mettre en relation avec des éléments qui sont déjà en jeu dans l'espace physique. Cela va amplifier, et un amplificateur, vous mettez de la bonne musique, c'est plutôt agréable à l'oreille. Vous mettez quelque chose de désagréable, eh bien vous voyez bien qu'effectivement, on va peut-être tous vouloir et toutes se mettre des pamires et protéger notre audition. Donc il y a vraiment cette relation-là entre les deux espaces qui est à faire. Pour prolonger et arriver tranquillement au bout de la phase de compréhension, un élément qui est, à notre sens, peut-être encore peu mis sur le devant de la scène, c'est aussi quelle part on met pour comprendre, appréhender les logiques de fonctionnement des outils qui sont mis à disposition. On sait comment ça fonctionne, mais quelle est la place du capitalisme de surveillance, si vous pensez à l'ouvrage de Madame Zuboff, à l'économie de l'attention? Est-ce que vraiment, ce n'est que de l'ordre de la volonté qu'on soit derrière ces écrans? Ou est-ce que justement, tout est mis en place pour que ces écrans, et ce qui nous est proposé,
captent notre attention, de telle sorte qu'on ne voit plus le temps passer et qu'ensuite, il y ait peut-être beaucoup d'inquiétude de la part des adultes. Et là, on peut revenir sur la boucle de se dire, c'est ma responsabilité d'accompagner et il y aura des actions à entreprendre. Pour appréhender les logiques de fonctionnement et des outils disponibles, je vous propose de vous montrer une de nos actions, quelque chose que nous réalisons pour pouvoir permettre une meilleure compréhension de comment les outils que nous utilisons captent cette attention-là, dans quoi ils s'insèrent. Je vais vous présenter une vidéo qui parle de l'hyperconnectivité que nous réalisons avec notre partenaire Ciao.ch, l'association romande qui permet à des jeunes de 12 à 18 ans d'échanger sur un forum autour de leurs questions et préoccupations et aussi de manière anonyme de pouvoir poser des questions et un professionnel, une professionnelle leur répond dans les 48 heures. Le son fonctionnait jusqu'ici, donc je croise les doigts, ça devrait marcher. Je vous laisse découvrir. Le smartphone, tu t'en sers pour envoyer des messages, consulter les réseaux sociaux, écouter de la musique, prendre des photos, jouer à des jeux, regarder l'heure, et même parfois pour téléphoner. Maintenant, as-tu déjà remarqué que si quelqu'un sort son smartphone devant toi, cela te donne aussitôt l'envie de prendre le tien? Quand la fonction réveil sonne, est-ce que tu regardes sans attendre tous les messages accumulés pendant ton sommeil? As-tu déjà ressenti ce qu'on appelle les vibrations fantômes? Tu crois sentir vibrer ton smartphone dans une poche qui est vide. Le phubbing, ça te parle? C'est lorsqu'on zappe un ami avec qui on est en train de discuter pour répondre à une notification. Bref, si tu te reconnais dans ces situations, ne t'inquiète pas, on t'explique tout. Selon une étude, nous pouvons être amenés à consulter notre smartphone jusqu'à 150 fois par jour. Nous sommes incités à le faire, à grands coups de stimulation. C'est même un vrai métier que de capter notre attention. Focus sur ton cerveau. Les applications que tu utilises sont conçues pour lui faire produire de la dopamine. Cette molécule responsable du plaisir apprend à ton cerveau à associer certains comportements à une sensation agréable d'excitation. Plus tu penses à ton smartphone, plus ton cerveau libère de la dopamine, jusqu'à ce que l'envie de consulter ton smartphone devienne quasi constante. Ton cerveau est littéralement captivé par le flux incessant qui t'est délivré sous la forme de notifications, de likes, de fils de défilement, de vidéos en continu. Il en demande encore et encore. Et du coup, tu restes toujours plus longtemps sur les réseaux sociaux et autres plateformes. C'est stratégique. Ça s'appelle l'économie de l'attention. Les développeurs de ces applications sont des professionnels qui mettent en place des technologies et des designs capables d'influencer ton comportement durablement. L'enjeu, c'est le temps que tu y passes. Tous les moments passés sur les réseaux sociaux et autres plateformes constituent un temps précieux pour collecter des informations sur toi et te montrer de la publicité ciblée qui répond à tes goûts et préférences. Tu l'auras compris, plus tu y passes du temps et plus il gagne de l'argent. Bah voilà, maintenant, tu sais tout. Cette vidéo, elle est pas particulièrement utilisée dans l'enseignement par des professeurs qui vont amener les élèves à réfléchir sur cette logique de fonctionnement, l'économie de l'attention. Et une des questions, c'est par exemple, à quoi servent les flammes Snapchat? Et puis après avoir compris le fonctionnement des flammes Snapchat, c'est au final, ça sert à qui? Qui en a le plus de bénéfices? Ou alors, pourquoi est-ce que nous avons mis un réveil, enfin pourquoi les fournisseurs ont mis un réveil dans nos téléphones portables? À quoi sert un réveil? En général, la réponse arrive très rapidement, mais d'amener finalement les enfants, les adolescents, adolescentes et les adultes à réfléchir au choix. Et là, vous êtes de nouveau dans la perspective pluraliste. Est-ce que parce qu'il y a un réveil dans le téléphone portable, ça implique que je dois utiliser ce réveil-là? Ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives, considérant que si je comprends la logique de fonctionnement derrière, ce qui a été mis en place pour capter mon attention, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a des alternatives. Par contre, tout nous paraît bien plus facile si c'est condensé dans un seul appareil. Donc tout derrière, bien sûr, a été très très bien
penser et réaliser. Alors on peut aller assez loin dans ces questions d'économie de l'attention, entre le fait de capter l'attention, de garder l'attention, d'activer l'attention. Là, on est resté vraiment sur un premier élément pour soulever la réflexion. Cette vidéo-là, vous pouvez la revoir en libre accès directement depuis notre site et vous verrez qu'il y en a une qui peut faire la suite, qui est sur la récolte des données et qui permet d'aborder la question des algorithmes et des cookies, ces trucs qu'on accepte ou qu'on refuse systématiquement et qui en fait peuvent influencer après la navigation et les possibilités d'utilisation de l'outil qu'on avait choisi à ce moment-là. Donc, je suis en train de vous faire une invitation à aller vous connecter et à aller regarder les écrans plus tard pour un bout comprendre, parce qu'au final, on peut aussi comprendre en allant se documenter aussi sur des plateformes numériques. Passons en pratique. On a compris, j'ai déjà fait quelques allers-retours quand même avec la pratique, mais vous voyez bien qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments de compréhension qu'on peut décliner comme ça pour se dire une fois que j'ai ces éléments-là, je me suis posé des questions, j'ai réfléchi à mes préoccupations, à mes représentations, je suis rentrée déjà en interaction et en relation pour poser des questions aux plus jeunes pour comprendre leur motivation. Eh bien, on pourrait se dire qu'on a déjà fait un bout d'accompagnement. Je vais vous proposer d'aller encore un petit bout plus loin et de se dire concrètement, pour prévenir les risques liés aux usages numériques, aux pratiques numériques, que pourrait-on faire? Alors, il y a des questions d'outils et il y a une grande famille qui est au-dessus des outils, ça va être vraiment la posture. Et comment, en tant qu'adulte, je vais avoir une posture qui va favoriser ma démarche de prévention et de sensibilisation. Et pour avoir une posture bien étayée, peut-être que nous pourrions nous pencher un moment sur la question des outils. Alors là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est quand même important de le situer. Oui, les pratiques numériques comportent des risques, comme au final les pratiques de tout dans la vie. Le risque zéro n'existe pas. Il n'y a pas de sécurité à 100%. Par contre, c'est important quand même de se rappeler qu'il y a des aides et des solutions techniques qui vont venir compléter et soutenir l'accompagnement. Et ces solutions techniques, elles ont comme objectif que les conditions d'utilisation soient favorables, mais c'est vraiment un complément. Et ce n'est pas parce que j'ai mis une solution technique sur l'appareil de mon enfant qu'il ou elle est protégé. Et donc, c'est vraiment aussi de faire ce pas de côté-là. C'est une alternative. C'est fortement conseillé aux adultes de se pencher sur ces questions techniques. L'essentiel va reposer dans l'accompagnement. Alors, les éléments qu'on va par exemple donner lors de soirées parents, ça serait de limiter les notifications. Si on a un téléphone portable, une tablette qui sonne, qui vibre, qui fait des flashs, peut-être bientôt de la fumée, que sais-je, pour tout le temps, ça va donner forcément plus envie d'aller le consulter. C'est un outil de captation de l'attention. Donc, effectivement, on va les limiter. On pourrait aussi proposer assez facilement à des parents de penser à régler les filtres à lumière bleue pour que les écrans soient plus orangés, pour qu'en fait l'impact de la lumière bleue sur le retard de l'endormissement ait moins d'effet. Et désactiver la lecture automatique. Ça, c'est un outil typiquement qui, lors de nos rencontres avec des enfants, des professionnels, des parents, soulève toujours beaucoup d'intérêt parce que c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place pour capter notre attention. Et vous en avez peut-être déjà vous-même fait l'expérience, c'est de regarder un épisode d'une série sur une chaîne en streaming ou une plateforme payante, peu importe. Et en fait, le prochain épisode, après avoir bien été engagé émotionnellement, s'enchaîne directement sans que j'ai la possibilité de choisir. C'est vraiment de la captation de l'attention. Et le réglage par défaut, c'est que c'est ouvert. Et c'est moi, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, qui vais devoir faire l'exercice dans l'accompagnement d'aller mettre des balises techniques, parce qu'en fait, il est possible de retarder le prochain épisode et d'empêcher le lancement automatique du prochain épisode. Ce qui a directement
un effet forcément sur l'utilisation, parce qu'il y a un moment, il y a une fin. On va aussi s'appuyer pour avoir une posture d'accompagnement sur quelque chose qui existe aussi dans l'espace numérique, c'est les repères légaux. Et se rappeler que les pratiques numériques, elles sont soumises au respect de la loi. Internet, les réseaux sociaux, ce ne sont pas des espaces de non-droit. Avoir en tête qu'en Suisse, les enfants sont pénalement responsables de leurs actes dès l'âge de 10 ans. C'est très tôt. On a facilement 10 ans, rapidement. Et se rappeler aussi qu'aucun âge légal n'est nécessaire pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, sauf pour les applications de rencontres pour adultes et celles pour les jeux d'argent. Alors là, je vois dans votre langage non verbal un peu de surprise, donc je vais me permettre quand même d'étayer un petit peu ce propos-là et de donner cette information, en plus de vous présenter ces points de repère. La loi suisse, elle va s'intéresser à comment on utilise les outils. Les âges qui sont indiqués dans les conditions générales d'utilisation que personne ne lit ou sur la page de téléchargement sont à des visées commerciales. Et quand vous voyez que c'est marqué 13+, ou 12+, pour nous faire calculer qu'après 12, il y a 13, c'est parce qu'il y a une loi commerciale aux États-Unis qui stipule que pour pouvoir stocker, analyser et monétiser les données produites par mes utilisateurs et utilisatrices, ces personnes-là doivent attester qu'elles ont 13 ans. Donc c'est vraiment un âge qui protège les entreprises et non pas les utilisateurs et utilisatrices. Et quand vous voyez des applications du type WhatsApp qui sont passées à 16 ans, mais ce chiffre, vous le trouvez que si vous lisez toutes les conditions et pas sur les plateformes de téléchargement, c'est bien parce que vous avez aujourd'hui les États de droit, l'Europe qui est en fer de lance avec la France et l'Allemagne, en train de reprendre un petit bout d'espace vis-à-vis des géants d'Internet pour dire Internet et les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit et de vouloir protéger les données des utilisateurs et utilisatrices. Donc WhatsApp est à 16 ans parce qu'il faut un numéro de téléphone qui est une donnée sensible sur le marché de la donnée. C'est une donnée qui vaut plus cher. Je vous donne volontiers la parole, mais ça veut dire que vous serez enregistré. Marqué qu'on a, je crois que c'est 13 ans minimum ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ça, c'est quand même pas une limite, un âge légal. C'est absolument pas une dimension légale aux yeux de la loi suisse. Exactement. Donc vous voyez que là, typiquement, dans l'accompagnement, ça offre une perspective de se dire on peut discuter des réseaux sociaux et discuter, par exemple, avec un enfant, un adolescent, une adolescente qui n'a pas l'âge de 16 ans ou de 13 ans, sans se dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui est illégal. Cet enfant, cet adolescent et adolescente n'est pas dans une pratique illégale. On va par contre pouvoir travailler avec cette personne à comment il ou elle l'utilise pour justement là, être dans le respect de la loi. Et ça, vous êtes directement dans un levier, un outil d'accompagnement du moment où vous avez des repères légaux qui sont clairs. Dans cette question d'accompagnement, ça va aussi être fondamental de mettre au centre les besoins des enfants, qui bien évidemment évoluent selon l'âge. Et les enfants ont aussi besoin d'un cadre qui va être nécessaire, qui est sécurisant, qui va leur permettre de grandir. Les écrans, c'est une activité parmi d'autres. Il y a plein d'autres activités que les enfants ont besoin de faire pour se développer harmonieusement. Là, c'est s'il y a une activité écran, quelles seraient les conditions favorables? C'est de très au clair sur le lieu. Est-ce que vraiment, imaginez qu'un enfant de 3 ans, est-ce que c'est bénéfique dans ses besoins de développement d'être seul dans une pièce ou est-ce que c'est préférable pour cet enfant d'être dans une salle commune avec son parent à proximité?
voyez bien que ça n'aura pas du tout le même effet en termes de présence, de réassurance et d'interaction entre le parent et l'enfant qui seront possibles si on est dans de la proximité. Le pourquoi? Pour faire quoi? C'est quoi la motivation de cette activité écran à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que le parent a besoin d'un moment pour faire une recette qui est un peu compliquée à laquelle l'enfant ne peut pas participer et que c'est la solution qui a été trouvée? Cette question des motivations, elle est toujours centrale. Le quand, c'est-à-dire le moment, il y a des moments qui sont plus profitables et moins impactants et ont des effets moins délétères par rapport, par exemple, au sommeil, à l'alimentation, ces moments qui devraient être vierges de tout écran pour mettre vraiment au centre les interactions, la relation, d'avoir une durée qui est établie. Ça paraît peut-être évident tout ce que je suis en train de vous dire et en même temps la question du temps, elle est toujours centrale dans le questionnement des parents et des professionnels. C'est quoi le bon temps d'écran? Et cette question-là, on ne peut pas lui donner une réponse figée parce que les enfants sont des personnes singulières, ils peuvent avoir des âges différents, dans un contexte différent. Et on va mettre d'abord l'accent sur cette question d'accompagnement et la durée. C'est aussi se rappeler qu'un enfant, il peut voir quelque chose qui n'est pas du tout adapté en 5 minutes en regardant le téléjournal, même à côté de ses parents, et regarder sinon un dessin animé d'1 heure qui va peut-être être considéré dans nos représentations comme beaucoup ou pas, et être tout à fait bénéfique pour lui. Vous voyez que cette question de durée seule, elle ne dit rien. Le avec qui, nous allons systématiquement postuler, mais je pense que je me l'ai déjà assez dit, le terme accompagnement avec l'adulte et quel contenu pour qu'il soit adapté. Et dans l'idéal, toutes ces questions-là, dans mon accompagnement, je devrais me les poser comme pour toutes les autres activités. Pourquoi est-ce que je dis oui? Pourquoi est-ce que je dis non? Et je vais vous redonner après des pistes d'action qui vont venir soutenir cela. Accompagner, on a commencé par réfléchir à nos représentations, à comprendre nos représentations, nos préoccupations. Eh bien, c'est aussi mettre en avant la question de l'exemplarité. Les enfants aujourd'hui sont pris dans des injonctions paradoxales. Arrête avec ton écran, attends, j'en ai encore pour 2 minutes. En étant soi-même sur son propre téléphone portable. En se rappelant en plus que la notion de 2 minutes, il faut un certain temps pour un enfant pour comprendre ce que ça veut dire. Vous pourriez dire 2 secondes, 2 heures. L'enfant comprend qu'il ou elle doit attendre. C'est aussi vous donner par exemple la question du sharenting. Le fait que les parents peuvent partager les images, les vidéos, la voix de leur enfant peut-être depuis leur naissance, peut-être même avant leur naissance avec les photos d'échographie ou pourquoi pas les vidéos d'accouchement, et ensuite dire à leur préado, ado qui commence à poster des photos de soi sur les réseaux sociaux, fais attention à ta réputation. Ton futur patron d'apprentissage, ta future chef, qu'est-ce qu'elle pourrait en penser? Et ces injonctions-là viennent vraiment mettre la question de l'accompagnement sur comment est-ce qu'en tant qu'adulte, je suis responsable de réfléchir à ma propre utilisation pour pouvoir donner un bon exemple par rapport au fait que les enfants apprennent en nous imitant. C'est vraiment un vecteur extrêmement important. Je pourrais vous donner la vignette une vignette de cet enfant qui... c'est Estelle Gillot qui réalise sa thèse de doctorat aussi au sein de notre fondation et qui est dans la faculté de psychologie de développement de l'enfant, je crois que j'ai dit tout juste, qui nous racontait cet enfant qui se tenait l'oreille en permanence. Et finalement, c'était un petit qui était encore en poussette et ça a amené à aller faire une consultation chez le médecin en se disant « c'est bizarre, il n'y a pas de fièvre, pas de symptômes », jusqu'à découvrir qu'en fait, lors des balades en poussette, l'enfant était face à son parent et son parent téléphonant tout au long des balades, eh bien, l'enfant imitait. C'était en fait, physiquement, il faisait comme son parent. Il n'y avait absolument pas de problème au niveau de l'oreille, d'infection ou d'atteinte dans son audition. Vous voyez que cette question d'exemplarité, elle se joue en permanence. Vous avez peut-être vu dans les catalogues de jouets pour Noël
à partir de septembre l'année dernière, des kits pour influenceurs et influenceuses. Donc les jouets qui apparaissent comme ça sont des signes de faire comme les adultes. Et là, posez-vous la question, s'il y avait déjà plein d'autres jouets avant qui reprenaient exactement la même chose. Moi, j'aime vous donner l'exemple des clés que l'on met au congélateur pour que les bébés se fassent les dents dessus. Un enfant, des clés à cet âge-là, ça n'a aucune fonction. Par contre, c'est un objet qui compte aux yeux des parents. Donc, c'est un objet qui va devenir intéressant pour l'enfant, même très jeune. Vous voyez, là, on va pouvoir faire le lien avec des objets liés aux pratiques numériques des adultes qui deviennent des exemples et des choses qui vont être mises, même de manière factice, dans les mains des enfants pour faire comme. D'où l'intérêt, dans l'accompagnement, de penser à son exemplarité. Les études le montrent, les pratiques numériques des adultes influencent les pratiques numériques des enfants. Dans le développement de l'esprit critique, ça c'est une notion qui est tout le temps mise ensuite typiquement aussi en lien avec l'enseignement, le plan d'études roman éducation numérique, soutenir le développement de l'esprit critique. Comment est-ce qu'on fait pour soutenir ce développement? Et nous, ce qui en tout cas nous habite dans la question de l'accompagnement, c'est de soutenir la narration des expériences et des pratiques numériques. Serge Tisseron dirait développer l'intelligence narrative, permettre aux enfants de se raconter, de raconter leurs expériences, d'avoir des espaces où je peux dire ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, de pouvoir mettre en mots, digérer cette expérience-là, avec un avantage certain, c'est d'une part que ça permet de mettre à jour les compétences des adultes qui accompagnent. Donc c'est assez intéressant quand même de dire « Ah tiens, il se passe ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Ah, il y a ça dans ce jeu vidéo. Ah, il y a ceci à la télévision ou sur YouTube. » Et ça a surtout un intérêt dans la question de l'accompagnement, c'est que ça va mettre l'adulte en tant que personne ressource. Mais être une personne ressource pour un enfant, une enfant qui va grandir et potentiellement prendre plus de risques dans ses pratiques numériques en lien avec l'adolescence, les sociabilités qui vont avec, eh bien savoir que l'adulte, c'est quelqu'un vers qui je peux aller, échanger, discuter, réfléchir et demander de l'aide en cas de difficulté, vous êtes au cœur de l'accompagnement. Imaginez si en permanence, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, les jeux auxquels vous jouez, est considéré comme nul, inutile, débile. Et ça fait partie du vécu des enfants, des adolescents et des adolescentes aujourd'hui. Et si j'entends que ce que je fais, c'est nul, c'est débile, ça ne sert à rien, eh bien au final, ces critiques sur mes usages, je vais pouvoir aussi les vivre comme des critiques à ma personne et donc à mes choix, et me mettre donc à distance des personnes ressources. C'est faire cette distinction entre l'esprit critique et critiquer. C'est donc amener un bout de nuance. Développer l'esprit critique ne veut pas dire adhérer à tout ce que les enfants voient, à tout ce que les enfants font, mais c'est vraiment pouvoir reconnaître leurs expériences, leur vécu, permettre de donner du sens pour ensuite amener de la nuance, un cadre et faire preuve d'un bout de critique qui va soulever le débat et les arguments. Et là, vous êtes dans l'esprit critique. Aujourd'hui, nous, on va constater que la critique prend souvent le pas sur l'esprit critique. Mobiliser des connaissances et des expériences pour accompagner. Ce que j'ai mis là, ça fait un peu compliqué. Substituer des activités aux pratiques numériques, c'est faire des analogies. C'est se dire, et si ce n'était pas un écran, si ce n'était pas TikTok, si ce n'était pas un jeu vidéo. Dans les soirées parents, par exemple, quand nous allons aborder la question des jeux vidéo, il m'est arrivé plusieurs fois de leur mettre des photos de jeux de société. Alors là, les parents se disaient,
C'est un peu étrange quand même. On allait parler de jeux vidéo, ça c'est bon, je connais. Eh bien oui, on est là au cœur du débat. C'est que pour pouvoir, par exemple, en tant que parent, en tant qu'adulte, dans mon accompagnement, pouvoir décider de la durée, du moment, du où, de toutes ces conditions que je vous ai brièvement présentées avant, ça va être d'autant plus aisé si je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce que je vais mobiliser pour pouvoir prendre ma décision. Dit autrement, les parents, les adultes, en général, savent très rapidement pourquoi ils autorisent une partie d'un jeu de cartes rapide 15 minutes avant de manger sur la table et pourquoi ils disent non à un jeu de perles ou à de la peinture sur cette même table 15 minutes avant de manger. Ils disent bah oui, mais bien sûr, parce que... Puis alors là, il y a plein d'arguments. Je dis donc, vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez et ça vous met en capacité de pouvoir poser un cadre et d'identifier vos valeurs. Il y a des jeux qu'on tolère ou qu'on ne tolère pas parce qu'il y a de l'agressivité, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et ça, les adultes, ils le font déjà sur des jeux de société, sur des livres, sur plein d'autres activités. L'idée, c'est de pouvoir l'étendre aux pratiques numériques. Et plus j'identifie en tant qu'adulte ce qui est important dans mes valeurs, plus je sais de quoi je parle, plus je connais l'objet, la pratique, plus ça va être possible de me positionner en tant qu'adulte en mobilisant mes savoirs. Je vais savoir ce qu'il se passe. De la même manière, en formation auprès de professionnels, nous entendons souvent, oui, mais l'équipement, la montre connectée, le téléphone portable, c'est les parents qui ont décidé de l'offrir. On ne sait pas comment aborder cette question-là. De la même manière, ces professionnels-là, ils sont tout à fait à l'aise pour discuter avec les parents de questions d'hygiène, de questions d'alimentation, de questions de sommeil, qui sont aussi du champ des décisions parentales. Et donc, vous voyez que ces analogies, pouvoir faire un pas de côté et se dire, si on ne parlait pas de l'écran, mais que je le remplaçais par quelque chose d'autre, qu'est-ce que je mobiliserais comme compétence, comme savoir, pour pouvoir accompagner cet enfant et la famille, le cas échéant. Et échanger entre pairs, que nous soyons parents, que nous soyons professionnels, peu importe finalement votre rôle ou votre statut, les figures repoussoires que sont les écrans et les pratiques numériques peuvent amener un certain isolement. Et en fait, dans l'accompagnement, plus les adultes, entre elles et entre eux, sont en capacité de pouvoir aussi discuter, échanger, se donner leurs trucs et astuces, plus vous allez avoir en fait une culture commune du partage, des échanges, et pouvoir donc soutenir et accompagner les enfants. On constate que les enfants, quand ils sont petits, très jeunes, vous avez des échanges même entre parents qui se connaissent très très peu sur des questions autour de l'alimentation, voire de l'hygiène intime vraiment de l'enfant, comme un langage, une discussion tout à fait ordinaire. Pourquoi est-ce que nous ne discuterions pas de comment est-ce qu'on a fait les réglages sur l'application TikTok? Pourquoi ne pas discuter entre adultes de comment on fait pour poser un cadre à l'utilisation d'un jeu vidéo? De où se situe le téléphone portable le soir? Est-ce qu'il va dans la chambre? Est-ce qu'il reste dans la cuisine? Est-ce qu'il va au salon? Parce qu'au final, c'est une pratique comme d'autres pratiques, comme d'autres loisirs, et ça demande les mêmes compétences de la part des adultes dans l'accompagnement. Et le fait d'échanger entre pairs, de s'appuyer sur sa famille, son réseau, des professionnels, devrait pouvoir se faire de la même manière que pour les autres thématiques. Et finalement, je vous propose de vous donner quelques exemples de nos actions. Vous avez déjà vu une de nos vidéos qu'on réalise en partenariat avec l'association Ciao. Pour nous développer ce que je vous ai présenté ce soir comme vraiment notre modèle préventif, ce qui nous habite dans notre manière de penser la prévention des risques liés aux pratiques numériques, nous réalisons des campagnes qui vont pouvoir se faire autant au niveau de la Suisse romande qu'au niveau local. Vous avez des campagnes d'affichage, des campagnes vidéo, vous avez des campagnes, par exemple, vous avez un pupitre
je ne vais pas me déplacer, un pupitre qui est affiché avec une gravure. C'est une campagne de lutte contre le cyberharcèlement et la cyberintimidation, contre le harcèlement entre élèves, qui se déploie dans des établissements scolaires et qui est fait vraiment lors d'une campagne. Vous avez des vidéos qui vont pouvoir être consultées librement, diffusées aussi par nos partenaires, mais par toutes les personnes, chacun, chacune, avec notre responsabilité dans l'accompagnement pour les différents publics. Des vidéos qui s'adressent aux parents, des vidéos qui s'adressent aux enfants, des vidéos qui s'adressent aux ados. Le QR code que vous avez là vous renvoie directement à notre matériel de prévention. Vous pourrez voir qu'on a un parcours numérique qui suit en fait les années de scolarité préscolaire aussi des enfants et qui propose du matériel autant pour des activités pédagogiques que pour des informations aux parents. Nous menons des formations d'adultes en formation initiale et en formation continue auprès des professionnels de la santé, du social, de la pédagogie. On a pu aussi plusieurs fois, et on le fait encore, former la police, par exemple, qui intervient dans les écoles pour les activités de prévention, pour échanger sur nos pratiques et amener notre modèle préventif. Nous faisons de la répondance, répondre aux questions, aux préoccupations des parents, des professionnels, et aussi aux préoccupations et questionnements des jeunes via la plateforme de Ciao.ch et de On t'écoute, qui est celle pour les 18-25 ans. Nous faisons de l'accompagnement de projets pour mettre en avant pour développer un concept préventif, développer des stratégies de prévention dans une institution, dans un lieu associatif. C'est soutenir cette réflexion, amener notre expertise et pouvoir permettre à l'équipe de mettre en place des actions qui vont se pérenniser, qui vont devenir de l'ordre de la culture de ce lieu. Et nous initions et soutenons aussi la recherche. Je vous ai déjà présenté Estelle Gillot qui est aussi là ce soir et qui interviendra ultérieurement lors de ce séminaire. La recherche, elle va permettre de pouvoir avoir des données locales, actuelles, et de pouvoir aussi proposer et imaginer, construire de nouveaux matériels de prévention à l'intention des parents, des professionnels et aussi des différents publics cibles. En conclusion, et ensuite ce sera la place à vos questions, prévenir les risques liés aux pratiques numériques des enfants et des adolescents et adolescentes repose sur un accompagnement par des adultes. Et cet accompagnement est centré sur les besoins des enfants. Cela nécessite de dédiaboliser les écrans pour en faire un objet de relation et d'interaction propice au développement des jeunes. Je vous remercie pour votre attention et je me permets de juste vous présenter que vous avez des cartes postales ici que vous pourrez prendre en sortant avec différents slogans qui sont issus d'une campagne que nous avions réalisée avec la ville de Lausanne, moins d'écran, plus de, derrière laquelle vous retrouvez aussi un QR code qui pourra vous renvoyer sur ce matériel si vous voulez aller consulter et prendre un petit moment connecté ce soir ou un autre moment pour découvrir nos actions et envisager votre accompagnement en tant qu'adulte responsable et en lien avec des enfants et des jeunes. Merci pour votre attention.